Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va aborder le projet de loi confortant le respect des principes de la République, et plus particulièrement les mesures qui ont été prises concernant la laïcité dans nos services publics. Petit disclaimer, c'est un projet de loi, ça veut dire qu'il est en cours de discussion devant le Parlement et il n'a pas été adopté de manière définitive. Du coup, on abordera ce texte dans plusieurs vidéos sur la chaîne et je vous propose pour le moment qu'on en discute juste après l'intro. Hop, du coup, on se retrouve sur la petite lecture avec la musique chill et on y va. Alors, tout d'abord, le projet de loi imposerait aux salariés exerçant des missions de service public de respecter les principes d'égalité, de neutralité et de laïcité. Ainsi, dans les services publics, les salariés devront assurer un égal accès et de traitement des usagers, quelle que soit leur religion. D'ailleurs, les salariés ne devront manifester aucune conviction religieuse dans le cadre du service public. Après, vous vous demandez de manière très légitime, qu'est-ce qu'on entend par service public? Eh bien, sachez qu'en principe, c'est la loi qui dit que telle activité est un service public ou non. En revanche, si la loi ne dit rien, c'est au juge qu'il revient de qualifier telle ou telle activité de service public. Et juste pour votre culture juridique, le juge considère qu'une personne privée exerce une activité de service public lorsque cette activité est d'intérêt général et qu'elle est contrôlée par l'administration sur son activité et que la personne privée exerce des pouvoirs comparables à ceux de l'administration. On appelle ces pouvoirs dans le jargon juridique les prérogatives de puissance publique. Du coup, vous vous dites, et encore une fois de manière très légitime, si il n'y a pas de prérogative de puissance publique, ça veut dire que la personne privée ne gère pas de service public. Et là, il n'y a pas de débat, c'est plié, c'est terminé. Sauf que le juge considère que même en l'absence de prérogative de puissance publique, une activité peut être qualifiée de service public au regard de plusieurs indices. Et oui, et ces indices sont les suivants, à savoir les conditions de création et d'organisation et de fonctionnement de l'activité, ou encore les obligations qui sont imposées à la personne privée et qui exerce l'activité, et enfin les mesures prises par l'administration pour vérifier que la personne privée a atteint ses objectifs. Bon, vous n'êtes pas obligé de retenir tous les éléments que je viens de citer, c'est juste pour votre culture juridique et c'est juste pour que vous sachiez comment le juge procède pour qualifier telle activité ou une autre de service public. Voilà, vous gardez ça pour vous et si vous n'avez pas tout retenu, ce n'est pas grave, ne dramatisez pas. Voilà, ne vous inquiétez pas. Et du coup, ce que je vous demande simplement, c'est de retenir les exemples de services publics que je vais citer et qui sont concernés par le projet de loi. Et encore une fois, ce ne sont que quelques exemples. Vous avez notamment les établissements privés de santé ou encore les sociétés de transport, que ce soit Aéroport de Paris ou même il y a SNCF Réseau, si je ne dis pas de bêtises. Et vous avez aussi, fun fact, les pompes funèbres. Et encore une fois, ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. En gros, pour résumer, si vous avez conclu un contrat de travail avec une entreprise privée, dès lors que cette entreprise gère un service public, vous ne pourrez plus porter de signes religieux ou faire votre prière sur votre lieu de travail, ou encore moins favoriser les clients selon leur religion. Voilà, c'est quelque chose qui ne se fait plus. Alors, même si ça vise l'ensemble des religions, de toute façon c'est ce qu'on peut voir avec ce texte, on se rend compte que entre les lignes, il y a certains signes religieux qui font plus chier que d'autres, du moins pour certaines personnes. On voit qu'il y a une petite religion qui est dans le collimateur. C'est honteux! Oui, et encore une fois, je pèse mes mots. Après, je dis ça quand même en rigolant, mais bon, on ne peut pas se le cacher, ça reste la réalité. Et je vous propose qu'on passe quand même aux autres dispositions, je veux dire,
pas le temps de niaiser, quoi, comme dirait l'autre. Donc, je vous propose qu'on enchaîne sur la suite, si le logiciel veut bien continuer, s'il ne nous lâche pas en route quand même, parce que avec toutes ces mauvaises ondes concernant les religions, etc., je pense que le logiciel il aime pas. Mais bon, que voulez-vous, c'est notre gouvernement qui balance ça en cours de route. Alors, concernant les autres dispositions dont je veux vous parler, il y a notamment celles concernant la formation des enseignants et du personnel de l'éducation, et plus largement des agents publics, pour ce qui est du principe de laïcité. Alors, bon, je pourrais m'arrêter là et on passe à l'autre disposition, sauf que si vous lisez bien la disposition, il y a aussi un autre élément qui a été ajouté, c'est le référent laïcité au sein des administrations. Bon, juste pour information, ce référent laïcité existait déjà dans la pratique, et le Parlement, du moins le législateur, a décidé de l'intégrer dans le projet de loi. Et pourquoi ? Tout simplement pour donner un cadre juridique à cette profession, et le but c'est de lui conférer une valeur législative. Voilà. Et sachez que ce référent a entre autres pour mission d'apporter tout conseil utile pour ce qui est du respect du principe de laïcité auprès du fonctionnaire ou alors auprès du chef de service au sein d'une administration. Ensuite, vous avez un autre article du projet de loi qui permet au préfet de recourir plus facilement au déféré accéléré contre les actes des collectivités territoriales qui portent une atteinte grave au principe de neutralité des services publics. Et là, je vous dis, calmez-vous. Là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, mais putain, qu'est-ce que c'est que ce déféré ? C'est quoi ce truc ? Je ne pige rien. Eh ben déjà, pétez un coup. Je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, le déféré, déjà, c'est quoi ? Le déféré, c'est une procédure qui permet au préfet de contester des actes illégaux des collectivités territoriales, que ce soit les actes pris par les communes ou encore les communautés d'agglomération, voire même les métropoles, les départements, les régions, etc. Et dans le cadre d'un déféré classique, le préfet a 2 mois pour saisir le tribunal administratif afin de contester un acte illégal d'une collectivité territoriale. Bon, là je vais vous donner un exemple qui me vient en tête. Par exemple, vous avez le préfet qui peut contester une délibération du conseil municipal parce que cette délibération prévoit une baisse du RSA pour l'ensemble des habitants de la commune. Et si le préfet a la possibilité de contester cette délibération, c'est parce qu'elle est illégale, et si elle est illégale, c'est parce que tout simplement le conseil municipal n'est pas compétent pour prendre une telle délibération, du moins pour décider de baisser le RSA de l'ensemble des habitants de la commune. Voilà. Du coup, maintenant que je vous ai expliqué ce qu'est un déféré classique, vous vous demandez légitimement, qu'est-ce que c'est un déféré accéléré ? C'est quoi la différence entre les deux mécanismes ? Sachez qu'il y a 2 différences majeures. Déjà, première différence, c'est la durée pendant laquelle le juge rend sa décision. Parce qu'accrochez-vous bien, pour un déféré accéléré, le juge a 48 heures pour rendre sa décision, alors que pour un déféré préfectoral, il faut compter plusieurs mois. Et pour ce qui est de la deuxième différence, c'est que le préfet ne peut engager un déféré accéléré que si l'acte illégal est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle. Bon, là je vous donne un exemple. Le préfet aurait la possibilité d'engager un déféré accéléré contre un arrêté qui serait pris par le maire et qui interdirait à toute personne de sortir de son domicile, et ce sans raison. Et ici, pourquoi est-ce qu'un déféré accéléré serait possible ? Tout simplement parce que l'arrêté du maire porte une atteinte grave à la liberté d'aller et venir, et surtout que l'arrêté a été pris sans aucun motif. Voilà. Après, comme vous l'avez compris, dans notre cas, le projet de loi veut élargir les possibilités de recourir au déféré accéléré, afin de faire respecter davantage le principe de laïcité.
Et grâce à ce mécanisme, le préfet pourrait contester rapidement certains actes des collectivités territoriales, comme par exemple un règlement de piscine municipale qui interdirait la mixité pour des raisons religieuses, ou encore un marché public qui contiendrait une clause avec une portée religieuse. Je sais pas, par exemple, l'obligation pour l'ensemble des prestataires de porter un signe religieux, par exemple pour les femmes, la burqa ou le voile. Soyons fous. Et du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement entend serrer la vis auprès des élus locaux, en particulier auprès de ceux qui auraient tendance à insérer, comme une envie de chier, d'insérer dans leurs décisions des règles de nature religieuse. Bon, après, j'imagine légèrement le préfet en mode Pascal Pro en train d'engueuler, c'est pas mal, d'engueuler les élus locaux, genre comme ça. Mais enfin, ça va pas! Arrêtez! Voilà, bon, j'exagère à moitié, et je sais que quand vous voyez ça, vous vous dites, bon, c'est une réaction qui est vraiment pas glorieuse du tout, on a vu mieux, mais bon, voilà, on sait jamais, si on a un préfet, je ne donnerai pas de nom, mais vous savez, un préfet qui se balade avec un petit képi, bon, voilà, on voit quel genre de préfet pourrait engueuler l'élu local comme ça, mais bon, on est... sait-on jamais, voilà. Bon, je divague pas mal, je vous propose qu'on enchaîne sur les autres dispositions. Alors, on va retourner à notre petite lecture et on va enchaîner. On va notamment parler d'une disposition qui concerne la possibilité pour le gouvernement d'inscrire de nouvelles personnes sur le fichier national des auteurs d'infractions terroristes. Et plus particulièrement, le gouvernement veut y inscrire les personnes qui font l'apologie ou qui font de la provocation à des actes terroristes. Parce que ouais, ces personnes-là n'étaient pas inscrites au fichier national des auteurs d'infractions terroristes. Et le gouvernement voudrait en faire de même pour les personnes qui ont entravé à l'efficacité d'une procédure de blocage d'un site, d'un service de communication au public en ligne. Le gouvernement veut inscrire les personnes qui empêchent la fermeture de sites qui font par exemple la promotion du terrorisme. Voilà, donc ces personnes-là, elles vont faire l'objet d'une inscription, elles aussi, sur le fichier national des auteurs d'infractions terroristes. Qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre ? Ah oui, petite chose importante, cette inscription, elle sera obligatoire, et pour y échapper, il faudrait que l'administration rende une... Enfin, je ne sais pas si c'est l'administration. Bon, ça, il faudrait que je revérifie, là j'ai un trou de mémoire. Mais je sais qu'il faut une décision contraire et motivée pour faire obstacle à cette inscription au fichier national des auteurs d'infractions terroristes. Bon, après, comme vous le savez, c'est pas la seule disposition qu'on va évoquer. Il y en a une autre, à savoir la création d'un délit de menace ou d'intimidation aux fins d'obtention d'une dérogation, aux règles de fonctionnement d'un service public. Bon, là je vous ai utilisé le nom pompeux de l'infraction, mais c'est genre vous menacez un fonctionnaire afin d'obtenir des délais plus rapides pour obtenir une autorisation. Alors que bon, normalement, vous devez être soumis à la même règle, vous n'allez pas obtenir une autorisation plus rapidement que les autres, ou plus facilement. Voilà. Et encore une fois, c'est un exemple qui me vient en tête, ça figure pas dans le rapport, mais du moins, je pense que l'infraction, elle pourrait être caractérisée si vous décidez de menacer physiquement ou verbalement un fonctionnaire pour obtenir des avantages par rapport aux autres usagers. Et sachez que pour information, les peines qui sont prévues pour ce type d'infraction, ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Voilà, j'essaie de relire mes notes. Et petit élément en plus, vous pouvez, on sait-on jamais, avoir une peine complémentaire d'interdiction du territoire français. Ouais, du moins si vous êtes, admettons, étranger, que vous bénéficiez d'un visa, eh ben si vous menacez les personnes, du moins les fonctionnaires, pour obtenir les avantages, le juge il peut dire hop, et on va t'interdire le territoire français, allez hop, retour à l'avion, tu rentres dans ton pays d'origine.
C'est assez malheureux de voir ça, mais bon, que voulez-vous, c'est ainsi. Après, c'est pas la seule infraction qui est instaurée dans le projet de loi, malheureusement. On a aussi celle du délit d'entrave à l'exercice de la fonction d'enseignant. Bon, une telle infraction peut être caractérisée par des insultes ou des pressions qui seraient exercées sur l'enseignant afin qu'il ne traite pas une partie du programme scolaire. Et ce serait puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. En gros, c'est, admettons, un parent d'élève ou un élève qui menace le prof en lui disant ouais, vous traitez pas de telle partie du programme scolaire, genre les croisades, non. Non, vous traitez pas les croisades, ou même vous ne traitez pas de la liberté d'expression, vous ne montrez pas des caricatures de Charlie Hebdo, par exemple. Voilà. On a vraiment des cas très concrets où... Après, est-ce que ça va être appliqué dans les faits, ou alors est-ce que c'est juste pour faire beau? Encore une fois, je vous laisse juger. Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ah oui, il y a une protection supplémentaire qui va être faite, qui va être conférée aux fonctionnaires, puisque, du moins le fonctionnaire, je veux dire les agents publics de manière générale, c'est-à-dire que vous soyez titularisé ou que vous soyez titulaire d'un contrat de droit public, vous aurez la possibilité de signaler toutes les atteintes à votre intégrité physique ou même les menaces que vous pouvez subir. Mais attention, ces menaces et ces atteintes, elles peuvent être subies en dehors du lieu de travail. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'attendre d'être sur votre lieu de travail pour signaler. Ça peut être des atteintes ou des menaces que vous subissez en dehors de votre lieu de travail. Et ce mécanisme impliquerait un recueil des signalements, donc on va dire que ce soit ceux qui sont réalisés par les victimes ou par des témoins des atteintes ou des menaces. Et l'idée de ce mécanisme, c'est d'orienter les agents vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien ou de protection des victimes, ainsi que vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection ou pour prendre toute mesure aux fins de réaliser des enquêtes administratives. D'ailleurs, sachez que le fonctionnaire aura la possibilité de transmettre au procureur de la République tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui concerneraient ces atteintes ou ces menaces. Et ça permettrait aussi justement à l'agent public d'être protégé par son employeur, à savoir l'administration, ou une personne privée qui gère un service public. Pourquoi ? Parce que l'employeur serait tenu de fournir à l'agent une réparation, une aide juridique, ou encore de prendre des mesures de prévention. On appelle ça, pas grossièrement, mais plutôt dans le jargon juridique, on appelle ça la protection fonctionnelle de l'agent public. Et du coup, l'idée de cette disposition du projet de loi, c'est vraiment de protéger davantage les agents publics, ou plus spécifiquement les fonctionnaires, des comportements agressifs et attaques qu'ils peuvent subir à l'extérieur du service, et notamment par l'intermédiaire des réseaux sociaux, comme ce fut le cas malheureusement pour Samuel Paty, le professeur qui a fait l'objet de menaces et qui malheureusement n'est plus de ce monde, paix à son âme. Et si on devait résumer à peu près l'ensemble des mesures que je viens d'évoquer, on essaie vraiment de renforcer la lutte contre le terrorisme et on essaie de protéger davantage les agents publics contre les intégristes religieux en créant à droite à gauche de nouvelles infractions avec de nouvelles peines, et on essaie de conférer davantage de possibilités pour les agents publics de signaler les atteintes ou même les menaces dont ils sont victimes. Bon, après, on va pas se cacher, je pense qu'il y a une certaine religion qui est visée, du moins qui est bien dans le collimateur. Après, moi j'espère qu'on vise l'ensemble des religions, à moins que je sois, comme qui dirait, naïf. En fait, non. Bon,
Comme vous voyez, je me trompe. Je suis bel et bien une personne naïve. Et sur cette naïveté, je vous propose que l'on joue un petit jingle pour l'ensemble des musulmans français et peut-être d'autres religions, sait-on jamais. Et peut-être encore celui-là. Voilà, bon, j'espère que vous l'avez entendu malgré la musique. Peut-être qu'une prochaine fois, j'essaierai d'éteindre la musique, comme ça, bon, peut-être que vous entendrez mieux. Mais bon, c'est pas grave. Après, bon, je pense que malheureusement, les musulmans vont devoir se préparer psychologiquement, car avec un texte pareil, ça va pas être Jojo. Ça, c'est vraiment... Ça c'est moi qui vous le dis. Bon, voilà. Du coup, on en a terminé avec ce texte, les juristes. J'espère que ça vous a intéressé. Du coup, dites-moi dans les commentaires si, selon vous, ce projet de loi surprotège les agents publics, les fonctionnaires, ou si c'est de la poudre aux yeux et que toutes ces mesures qui sont prises sont insuffisantes pour lutter contre les agressions que subissent les agents. Ou alors si au final vous estimez qu'il n'y a pas lieu de stigmatiser autant les pratiquants d'un culte, et en particulier les musulmans, parce que je sens que ce sont les musulmans qui sont dans le collimateur de ce texte, même si dans la lettre du texte il n'est pas spécifié musulman. Il est, en gros, ce sont simplement les personnes, les pratiquants, voilà, les pratiquants. Bon, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, comme d'habitude, si vous êtes satisfait de cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee, je vous en remercie d'avance. Et avant de partir, n'hésitez pas à jeter un œil aux chaînes des collègues vidéastes dans la description, que ce soit Kelvision, Daimon, les chroniques de YouTube, Romu les bons tuyaux, moi citoyen lambda, et aussi le prisme des créateurs. Je vous invite à y jeter un œil, ainsi qu'au Discord de 404 les tendances perdues et celui du prisme des créateurs pour découvrir encore plus de vidéastes. Et si vous avez le temps, vous pouvez checker aussi les sources dans la description de la vidéo, à savoir le rapport parlementaire sur le projet de loi. Bon, je crois que j'en ai trop dit, comme d'hab. Sur ce, je vous laisse. C'était Matt DEH sur Vulga Droit. A plus les juristes, et on va balancer l'outro.